Bonjour Madame Karen Brock. Permettez-nous tout d'abord de nous présenter. Alors hors caméra, il y a Dani et Ketia. Il s'appelle Gustave et je m'appelle Atalanta. Nous venons du cycle du forum. C'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui et voici nos questions. Avez-vous directement ou indirectement pu améliorer les conditions de vie des réfugiés dans vos missions? J'espère que oui, dans plusieurs endroits, parce que j'ai été un peu dans tous les continents. Mais c'est toujours un travail d'équipe. Le HCR travaille toujours avec le gouvernement hôte, c'est-à-dire c'est le gouvernement hôte qui accueille les réfugiés, évidemment, à travers les frontières. Puis il y a les ONG, les organisations non gouvernementales, sans l'aide desquelles le HCR ne pourrait pas faire son boulot. Parce que vraiment, il faut l'accès à la population. Ensemble, on peut faire une différence pour les réfugiés. Parce qu'il y en a qui vont dans les camps, il y en a qui restent dans la population. Ils sont accueillis dans les familles hautes parfois, etc. Alors, on fait ça ensemble. Ensemble, je pense qu'on peut faire une différence. Quelles sont les relations entre l'UNHCR et la Turquie? L'État turc est-il acteur dans la construction des camps? Les relations entre le HCR et la Turquie sont très très étroites. On planifie carrément ensemble. La Turquie est un des premiers signataires de la Convention de Genève sur les réfugiés, sur le statut des réfugiés. Mais ils ont laissé une limitation géographique, c'est-à-dire ils donnent le statut de réfugié avec l'intégration seulement aux réfugiés européens qui viennent de la zone géographique européenne. Ceux qui viennent d'ailleurs, comme les Syriens, les Afghans, etc., ils ne sont pas acceptés à la longue comme réfugiés. Ils sont intégrés, ou comme les Syriens, ils ont une protection temporaire en Turquie. Alors ça veut dire qu'avec le HCR, on les accueille, on les enregistre, et le gouvernement vraiment prend la décision sur l'érection d'un camp, sur le lieu d'un camp. On sélectionne peut-être ensemble, mais évidemment la Turquie, par exemple pour les Syriens, a décidé de construire des camps dans certains endroits, et c'est eux qui ont pris la décision, c'est eux qui ont même financé les premiers camps pour les Syriens. Et puis le HCR, évidemment, a commencé à agir avec le gouvernement, et le gouvernement a demandé à la communauté internationale, à travers la HCR, d'aider le gouvernement, parce que c'est évident qu'avec on ne peut pas traiter avec 3 millions, plus de 3 millions de Syriens avec un seul gouvernement. Pourquoi avez-vous décidé de défendre ces causes? Je pense qu'on peut faire une différence pour aider les victimes des conflits. Ils sont déjà désavantagés parce qu'ils doivent s'enfuir de leur pays qui est en conflit, où ils sont discriminés peut-être. Mais quand ils arrivent quelque part, ils ont perdu les droits qu'ils avaient à la maison, mais ils ont des droits internationaux, d'être accueillis et de s'intégrer s'ils sont des réfugiés selon le statut des réfugiés dans la Convention de Genève. Et on peut aider les gouvernements de les accueillir, ça aide le statut juridique, ils peuvent s'intégrer. Et là où les gouvernements ne sont pas en position d'accueillir tout le monde, on peut vraiment faire une différence pour l'accueil, pour l'intégration à la fin, ou s'ils ne peuvent pas vraiment rester dans ce pays-là, le HCR peut faire une différence pour les réinstaller dans un autre pays. D'accord. Comment fait-on pour gérer tout le monde dans un camp? Et est-il possible de prendre tout le monde en charge? Je pense que ce serait possible de prendre tout le monde en charge, mais ce n'est pas quelque chose qui est désirable.
Dans tous les cas, on a affaire avec des familles, avec des individus et avec des individus adultes qui sont habitués à se gérer eux-mêmes. Alors le but est toujours l'autogestion de soi-même, l'autogestion en fait de sa vie, même dans un camp de réfugiés. Alors les autorités sont là pour enregistrer, pour donner en fait le cadre dans lequel se déroule maintenant leur vie semi-urbaine, parce qu'un camp c'est comme une petite ville avec beaucoup de tentes, hein. Les maisons sont des tentes. Là, on a une gestion des petits groupes des réfugiés qui autogèrent un peu leur groupe de tentes ou un groupement de femmes, ceci et cela. Il y a des moyens différents pour en fait aider les réfugiés à exprimer leurs propres vœux et leurs propres désirs et leurs propres besoins en fait. Et sans cela, ce serait très très difficile en effet. D'accord. Eh bien, nous vous remercions beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je peux peut-être ajouter ce qui est pour le cas de la Turquie très très important, que seulement 10% des réfugiés syriens se trouvent dans des camps. On a toujours l'idée que tout se passe dans les camps à la frontière avec la Syrie, ce n'est pas le cas. 90% des réfugiés syriens se trouvent dans les centres urbains, en fait dans le reste de la Turquie. Et ça donne en fait un défi beaucoup plus grand pour gérer ces réfugiés dans le milieu urbain que dans les camps de réfugiés. Vous allez voir, ils doivent avoir accès à un bon travail pour pouvoir se gérer. Les lois de la Turquie leur permettent maintenant d'avoir accès au travail. Les lois de la Turquie ont été ajustées aussi pour permettre aux Syriens, aux enfants syriens, d'avoir accès aux écoles turques pour aller à l'école. Tout de même, c'est seulement 40% qui vont à l'école. Mais juste pour mettre ça dans la perspective, les camps, c'est pas tout, et en fait, c'est même pas désirable à la longue. C'est beaucoup mieux si un réfugié peut s'intégrer dans la société. D'accord. Merci à vous, parce que c'était intéressant, et j'espère que vous allez travailler un peu plus sur les affaires du HCR et des réfugiés. Je pense qu'il y en a ici en Suisse. Et ils ont besoin d'accueil aussi. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir.